Cette fameuse question de l'itinéraire, j'ai envie de l'aborder avec nos chroniqueurs habituels, Frédéric Bérard et Rachel Chagnon. Bonjour à tous les deux, parce que c'est vraiment une expression qui est sur toutes les lèvres là, depuis maintenant quelques années. Rachel Chagnon, est-ce qu'on a le droit de manifester au Canada? C'est quoi qui encadre ça? En fait, la question se pose de plus en plus. Il faut rappeler, puis ça, c'est une chose que les gens semblent avoir tendance un peu à oublier, que le droit de manifester, c'est compris dans le droit à la liberté d'expression et c'est un droit constitutionnellement garanti. C'est vrai qu'on peut encadrer nos droits et libertés garantis. Ça, c'est un fait, là, puis on le nie pas. Mais il y a un moment où l'encadrement cesse d'être de l'encadrement pour devenir une certaine forme de répression. On l'a vu à Montréal avec des nouveaux règlements qui ont été mis en place, dont ce fameux règlement qui prévoit que les gens doivent soumettre leur itinéraire à l'avance. Ce qui peut paraître une bonne idée à première vue. C'est le règlement P6. Hein, exactement. Et on peut se dire, mais oui, mais c'est normal, ils veulent savoir à l'avance quelles rues vont être bloquées, puis c'est très bien. Sauf que c'est pas ce que dit le règlement au complet. Ce que nous dit le règlement au complet, c'est que les forces policières reçoivent l'itinéraire et peuvent décider de modifier cet itinéraire-là. Ah, vous passez devant le bureau du premier ministre. Non, ça va faire trop désordre. On va vous faire passer un peu plus loin. Et ça contrevient carrément au droit de manifester. D'ailleurs, bon, ce règlement-là et d'autres, il y a d'autres règlements connexes ou d'autres articles connexes qui sont devant les tribunaux. Par ailleurs, on l'a vu pour les manifestations en 2012, il a été reconnu que la police de Montréal avait abusé d'une certaine manière de son droit de réprimer les débordements lors des manifestations. On va même envoyer les policiers de Montréal en cours de sensibilisation aux droits démocratiques. Donc, il y a clairement... T'aimerais pas s'enseigner là, toi? Ah, bien, écoute, oui et non. Je me pose la question, qui va le faire et à quoi ça va ressembler? Ça, c'est mon grand questionnement personnel, mais bon, on me l'a pas demandé, il faut dire. Et ça, c'est un enjeu dans un environnement où il reste un espace de liberté de plus en plus petit aux gens qui n'ont pas la chance d'avoir des accointances avec le pouvoir. Aujourd'hui, là, si vous n'avez pas de lobbyiste, si vous n'êtes pas une vedette du petit écran, si votre beau-frère n'est pas premier ministre, comment vous faites pour faire valoir votre opinion? Vous ne pouvez plus manifester parce que ça fait désordre. Vous ne pouvez plus faire le droit de grève parce que, mon Dieu, ça pourrait tuer l'économie. Et là, il y a comme une espèce de rétrécissement de l'espace politique où les gens peuvent s'exprimer et une non-reconnaissance de la raison d'être du droit à la liberté d'expression. Parce que là, tu mentionnes une certaine évolution, Fred. Avant, est-ce que c'était comme ça? Est-ce qu'on pouvait... est-ce que les manifestations étaient autant encadrées? Bien, si on recule dans les années 40-50 avec la grève d'asbestos, là, tu pourras en parler à plusieurs personnes qui ont vécu cette époque-là, dont ton grand-père, si je ne m'abuse, qui ont reçu des coups de matraque de la police provinciale pour avoir simplement manifesté. Il y a eu une évolution par la suite, notamment avec la Charte québécoise des droits, la Charte canadienne des droits et libertés. Cela dit, il y a eu un dérapage pour les manifestations de 2012 dont tu parlais. Rappelons-nous, on n'en a pas parlé encore, mais de la loi 12 qui avait été adoptée par le gouvernement Charest à l'Assemblée nationale, qui était un peu l'espèce de petit frère ou grand frère de P6 et qui allait beaucoup plus loin que la question de l'itinéraire. Cette loi-là faisait en sorte que quiconque était à la tête d'une manifestation devait dire aux policiers, d'une part, l'itinéraire, mais aussi le nombre de manifestants qu'il y aura dans sa manif, comme s'il y en avait une idée. S'il ne suivait pas, évidemment, l'itinéraire à la lettre, il était lui-même assujetti à une sanction pénale. Et plus fort que ça, ceux qui étaient dans la manifestation, s'ils ne décourageaient pas le leader de la manif de suivre l'itinéraire et de respecter ce qui a été convenu, mais cette même personne-là, dans cette même manif, était elle aussi assujettie à des sanctions pénales. Donc, si Nadeau-Dubois partait à gauche plutôt qu'à droite, et vous êtes le 250 millième dans le fond en arrière, théoriquement, selon la loi 12, si vous n'avez pas découragé Nadeau-Dubois de suivre l'itinéraire, vous étiez vous-même assujetti à des dispositions pénales. Elle n'a jamais été appliquée, par ailleurs. La loi 12, la loi 12 a été adoptée. La loi 12 a été appliquée dans certaines mesures, si on peut dire. Mais même, ça là-dessus, tu as raison, les flics de Montréal disaient, oui, mais là, j'ai 100 000 personnes, moi, là, dans la rue, là. Puis au début, ça allait bien parce que c'était considéré comme les petits carrés rouges, les gratuits de guitare, qu'on peut donner des claques en arrière de la tête. Sauf que ça s'est transposé pas longtemps après l'adoption de la loi 12 et en réaction à la loi 12, je pense, à une manifestation beaucoup plus large où maman sortait avec le carrosse et la casserole pour tapocher dedans. C'est pas, pour les policiers, évidemment, c'est pas la même chose. Ceci dit, la loi 12 a opéré à certains niveaux. C'est une violation claire de la règle de droit. Et on a prévu que la loi 12 allait s'auto-abroger en juillet 2013. Pourquoi? Pour s'assurer que les contestations judiciaires de la loi 12 ne puissent pas se rendre jusqu'au fond.
Et puis c'est exactement ce qui est arrivé d'ailleurs. Exactement. Rachel, oui? Mais en fait, je pense que ce qu'il faut questionner, parce que c'est facile de blâmer les manifestants, puis c'est vrai qu'il peut y avoir de la casse pendant une manifestation. Il faut rappeler que les gens qui font du grabuge sont arrêtés. Hein. Par ailleurs, là, il y a cette espèce d'idée que les manifestants seraient comme des espèces de bêtes absolument incontrôlables. Mais ça, c'est vraiment une espèce de campagne de peur. On terrorise les gens. Et Rachel, si tu me permets là-dessus, là, tu marques un point, parce que dans le code criminel, là, vous n'avez pas le droit de commettre un méfait. Vous n'avez pas le droit de lancer une brique dans la fenêtre. Contrairement à la croyance populaire, ça prenait absolument P6 et la loi 12 pour empêcher ça. Dans le code criminel, c'est déjà prévu et les flics arrêtent déjà ces gens-là. Et là, vous regardez peut-être assez récemment, d'ailleurs, je ne me trompe pas, en février, mars dernier, le maire Coderre a fait en sorte que toutes les accusations en vertu de P6 sont tombées d'un coup, unilatéralement. Je pense qu'on parle de 400 ou 500 accusations, ce qui est énorme. Et le lendemain, Coderre est quand même sorti pour dire P6 est là pour rester. P6 est là pour rester, mais tu n'es pas capable de l'appliquer. Et la raison, c'est pourquoi, en fait, que Coderre dit que P6 est là pour rester, c'est parce que c'est un outil qui est merveilleux pour les policiers, P6, parce que ça permet de déclarer la manifestation illégale en levant le pouce comme ça, une histoire de rien, et de coffrer ceux qu'on veut bien coffrer. C'est l'arbitraire. En fait, c'est l'encadrement de l'arbitraire. Et c'est le contraire de ce qu'on est censé faire dans un état de droit. Et c'est ça qui est vraiment dangereux, je pense. Et Fred, tu as lancé la question manifestation illégale. Est-ce que ce concept-là existe en droit, Rachel? Le concept de la manifestation illégale, bien, ils l'ont visiblement puisqu'ils l'ont inventé. Est-ce qu'il est constitutionnel, par contre, là, c'est une autre histoire. C'est là l'enjeu. Et c'est ça, mais en même temps, dans le contexte où on est, où c'est de plus en plus difficile pour des groupes de revendication des droits de se rendre devant les tribunaux, parce qu'il ne faut pas oublier que nos gouvernements, particulièrement le gouvernement fédéral, ont coupé l'accès à tous les fonds qui permettaient à ces associations-là de faire valoir leurs droits. Ça devient de plus en plus difficile pour les citoyens ordinaires, qui sont de plus en plus l'objet d'une certaine forme de répression, de pouvoir contester. C'est quoi? Je pense que c'est la raison pour laquelle Coderre a tiré la plug, passez-moi l'expression, sur les accusations, parce qu'il ne veut pas qu'il y ait de procès au fond. Parce que s'il y a un procès au fond, celui qui est accusé, la seule manière de contester un règlement comme P6, c'est d'être accusé au pénal et d'invoquer l'inconstitutionnalité de P6. Et je soupçonne, j'ai pas de preuves, mais je soupçonne l'administration Coderre d'avoir voulu éviter d'aller au fond, par exemple en Cour supérieure ou en Cour du Québec, pour la simple et bonne raison qu'autrement, là, il pourrait y avoir une décision au fond qui grimperait éventuellement jusqu'en Cour suprême et peut-être qu'on déclarerait P6 inconstitutionnel. Très rapidement, parce qu'il nous reste très peu de temps, on mentionne souvent l'exemple, par exemple, de Paris, de la France, où toute manifestation, il doit avoir l'itinéraire et tout ça. Qu'est-ce que ça a eu comme effet là-bas, Rachel? En fait, c'est parce que tout s'applique de façon très différente. À Paris, on demande les itinéraires, mais les autorités n'ont pas le pouvoir de modifier les itinéraires. C'est ça qui est la grosse différence. C'est pas un outil de contrôle à Paris. La demande de l'itinéraire, c'est juste une façon de réguler un trafic dans une ville qui est quand même très densément peuplée. Ce qui serait un objectif louable? Écoute, c'est défendable. Moi, j'ai l'impression que la question d'itinéraire passerait le test dose, comme on l'appelle, de la limite raisonnable, à mon avis. C'est pas tant l'itinéraire, à mon sens, qui est problématique, c'est l'utilisation qu'en font les policiers. Et ça revient peut-être un peu à ton point, d'ailleurs. Et donc, ce que vous dites, c'est l'outil de contrôle que ça devient et non pas l'outil d'encadrement. Écoute, je pense qu'on pourrait faire une émission complète là-dessus, mais on devrait réfléchir de façon plus systémique à comment les gouvernements contrôlent de plus en plus l'espace politique et l'espace public et vident cet espace public-là de son politique. Et comment on empêche de plus en plus les citoyens ordinaires de faire valoir leurs droits. Alors que, comme je le répète, eux, ils n'ont pas accès à des lobbyistes. Ils n'ont pas une vedette de la télé qui est prête à les défendre devant les caméras. Alors, ce sera donc pour une prochaine fois.